Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Energaia pour cette deuxième et dernière journée et dernière conférence ici dans la salle Gaïa. Titre de la table ronde à suivre, solaire, quelle réindustrialisation en Europe? Est-ce encore possible? On en parle avec nos intervenants. Je vous les présente. Nous rejoint Lucas Weiss, directeur général de Voltec Solar. Votre entreprise connaît actuellement une belle dynamique malgré les assauts des acteurs chinois. Je le rappelle, 90% du marché solaire photovoltaïque est dominé par les Chinois. Vos carnets de commandes sont pleins. Vous nous direz comment vous gardez la tête hors de l'eau, mieux comment vous vous projetez alors que cette année 2024 a vu la liquidation d'un acteur français, un Systovi. On demandera à notre prochain invité, qui est un grand observateur du monde du photovoltaïque, si la bonne santé de Voltec est un trompe-l'œil. On invite à nous rejoindre Gaëtan Masson. Merci d'être avec nous, directeur général du Becquerel Institute et coprésident de l'European Solar Manufacturing Council. Je vous en prie, installez-vous ici. Je vous demanderai comment se porte l'industrie solaire européenne et si des champions industriels peuvent émerger sur le vieux continent. Notre nouvel intervenant, lui, y croit, c'est Pierre-Emmanuel Martin, président de Carbone Solar, futur producteur français de panneaux photovoltaïques avec une giga-usine à Fos-sur-Mer. Bienvenue, vous allez nous détailler les étapes de votre projet industriel, notamment la mise en service prochainement de Carbone One, une première ligne d'assemblage préfigurant la giga-usine. Et enfin, pour échanger sur l'importance d'une réindustrialisation stratégique pour la souveraineté énergétique et industrielle de la France et de l'Europe, nous rejoint Jérémy Simon, délégué général adjoint du syndicat des énergies renouvelables. On échangera notamment avec vous sur le rôle crucial du cadre réglementaire et des financements, notamment l'accompagnement public. Cette table ronde est divisée en 3 parties. On va d'abord présenter un état des lieux de l'industrie photovoltaïque en Europe, puis on parlera des défis à relever face à la domination chinoise. Quelle souveraineté industrielle, quelle compétitivité espérée? Et enfin, je vous demanderai si l'innovation est la clé de ce pari industriel qui vous réunit tous les 4 ici sur Energaia. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on vous invitera bien sûr à réagir, à remonter vos réactions, à poser vos questions à nos invités. Allez, c'est parti. On commence avec vous, Lucas Weiss. J'ai envie de vous poser la question. Comment allez-vous? Quelle est votre santé? Comment se porte Voltec Solar? Oui, bonjour, merci Olivier, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Leidenschaft est un mot allemand qui désigne la passion. Ça vient du mot Leiden, c'est un verbe qui signifie souffrir et littéralement ça signifie ce qui nous fait souffrir. Et j'avais 2 passions à partager avec vous cet après-midi, l'une étant l'industrie solaire et l'autre la chanson française en karaoké. Et j'ai sacrifié à l'une d'elles hier soir, ce qui explique que ma voix est un petit peu éraillée cet après-midi. Et effectivement, l'industrie solaire a souffert sur les 12 derniers mois, puisqu'il y a eu plus de 2000 emplois qui ont été supprimés en Europe au niveau industriel, dont effectivement la société Systovi en France. On a pris un gros coup de tabac qui était notamment lié à ce phénomène de surcapacité qu'on a rencontré. Comment je vais? Alors, à part la voix, ça va bien. Alors, comment va Voltec Solar? Et pour Voltec, Voltec va mieux, puisqu'on a réussi à traverser cette période. On a dû effectivement passer par la dépréciation des stocks pour arriver à suivre la dynamique de prix. Et on a aussi réinvesti, puisque le phénomène de surcapacité cachait aussi une rupture technologique, puisque le monde est passé du PERC au TOPCon. Donc en même temps qu'on avait une tension sur la baisse de prix, il fallait faire ce choix de réinvestir, de réadapter les lignes. C'est un choix qu'on a fait et donc on a pu convertir notre ligne de fabrication en TOPCon l'été dernier. Et effectivement, grâce à ces nouveaux produits qui ont une meilleure performance, une meilleure conversion, ça a relancé le carnet de commandes. Aujourd'hui, le carnet de commandes est plein. On a pu repasser en format 3.8 industriellement. Et on a créé une trentaine d'emplois industriels depuis le mois de septembre. Et vous prévoyez de nouvelles machines?
Oui, effectivement, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir continuer l'aventure et de pouvoir répondre le mieux possible, de pouvoir exceller dans la performance industrielle et de s'adapter aussi aux demandes du marché, puisqu'on va souhaiter répondre notamment au marché du résidentiel qui a des demandes spécifiques et au marché du CNI, du tertiaire, ainsi qu'au marché des collectivités. C'est les trois grands marchés qu'on vise. Bon, alors on est plutôt content de démarrer cette table ronde avec une bonne nouvelle, une note optimiste. Gaëtan Masson, vous qui êtes un observateur fin du photovoltaïque en France et en Europe, est-ce que la situation de Voltec, c'est un trompe-l'œil? Comment se porte l'industrie photovoltaïque en Europe et en France? J'aime beaucoup l'idée de la passion. Pas trop l'idée de la souffrance, mais effectivement, c'est un mélange entre passion et souffrance. Alors, je trouve que Voltec, c'est un excellent exemple. Il y a d'autres sociétés en Europe qui sont sur le même créneau que Voltec et qui se portent relativement bien, et on en parle trop peu. Et c'est un petit peu le message général, c'est on a parlé énormément de Meyer Burger. Alors, chez Meyer Burger, il y avait la passion, mais il y avait certainement un léger oubli, c'est que c'est un secteur où il faut être compétitif. Et alors, être aussi compétitif que le prix actuel des Chinois, c'est impossible. D'ailleurs, les Chinois perdent des quantités d'argent phénoménales. Mais il y a un besoin d'être à tout moment le plus compétitif possible par rapport aux acteurs locaux. Et c'est quelque chose que toi, tu as très très bien compris. Je trouve que Voltec, c'est un excellent exemple par rapport à ça. Il va falloir, dans les années à venir, garder en tête qu'il y a un principe de réalisme. Et si je regarde un petit peu, j'en parlerai après, le Net Zero Industry Act, c'est-à-dire la réglementation européenne qui devrait se développer en 2025 et 2026 pour favoriser une production locale, elle dit bien à plusieurs moments, on va éviter de doubler ou de tripler le prix des panneaux. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la transition énergétique reste la plus compétitive possible. Et on va pas espérer vendre au double du prix auquel on pourrait espérer vendre. On va espérer vendre à 15, 20, 30, 50% de différence. Et c'est vraiment un élément extrêmement important. Et donc ceux qui restent aujourd'hui, mais ce sont les plus compétitifs, ce sont les plus imaginatifs, c'est ceux qui ont réussi à capter une partie de marché. Et ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que d'autres segments sur lesquels aujourd'hui les acteurs existants n'étaient pas compétitifs vont le devenir à travers des politiques européennes, principalement le Net Zero Industry Act. Alors, le véritable challenge dans les années à venir, ça va être d'aller au-delà du module. Et alors, il y a peut-être quelque chose qui va être très intéressant, et je voudrais quand même introduire la discussion aussi. Pendant des années, un certain nombre de personnes nous ont dit en Europe, c'est totalement impossible de fabriquer en Europe. Nous ne sommes pas équipés pour ça, nous n'avons pas la mentalité, nous n'avons pas l'équipement, etc. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que les Chinois veulent venir fabriquer en Europe. C'est l'exemple de DAS qui veut s'installer dans le Doubs. Alors, c'est l'exemple de DAS, c'est Trina en Espagne, il y a des projets en Pologne, etc. C'est extraordinaire parce que ça va casser l'argument principal des gens qui étaient opposés à la fabrication en Europe, en disant c'est trop cher, ça ne fonctionne pas. Et ça va être un petit peu exactement ce qui s'est passé dans l'industrie automobile quand Toyota est arrivé dans le Nord. C'est que ça va former des ingénieurs, ça va former des techniciens qui pourront repartir dans des sociétés européennes, diffuser leur savoir. Et je le répète, ça tue l'argument numéro 1 selon lequel on ne devrait pas fabriquer en Europe, les Chinois viennent en Europe. Bon, ça tue l'argument, mais est-ce que c'est pour autant une bonne nouvelle? Pierre-Emmanuel Martin de Carbone, ça me donne aussi l'occasion de vous demander comment se porte Carbone, le projet, est-ce que tous les feux sont au vert? Mais peut-être déjà réagir sur ce que vient de dire à l'instant Gaëtan Masson. Bonjour. Là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, j'aime bien ce que vient de dire Gaëtan. C'est vrai que des Chinois arrivent ici en Europe pour faire ce qu'on a proposé. Donc, ça veut dire que l'Europe est toujours attractive. C'est un marché très dynamique. Ce marché sera protégé pour au moins 40% à partir de 2030. Il faut quand même le rappeler. Et c'est le point de départ. C'est que sans marché, il n'y a pas d'usine pour des produits spécifiques qui sont quand même assez simples à fabriquer et pour lesquels, il faut le dire, et grâce soit rendue aux Chinois qui ont inventé le solaire compétitif, avec tout ce qui s'ensuit, l'écosystème, les machines. Voilà, ils ont inventé le solaire compétitif. À nous, en Europe, de rajouter la couche, la crème, si je peux dire, de la pérennité des droits sociaux et environnementaux, qui sont quand même la marque première de cet espace unique géographique dans le monde où le droit des individus est parfaitement respecté.
Et je pense que tout le monde est choqué de ce qui se passe en Syrie et de la découverte des charniers et de cette horreur qui était vraiment à nos portes, à moins de 1500 km de la France. Donc on a cette question-là qui est posée, c'est l'Europe va protéger son marché. Donc s'il y a marché, il y a évidemment demain des usines, et il est très, pour répondre et rebondir, ben voilà, c'est ici, c'est en France que ça se fait, puisque nous, quand on a commencé, on était les premiers. Enfin, il y avait évidemment le valeureux Lucas Weiss sur son cheval et tout couturé dans la passion qui l'anime, mais avec un Sistovi qui a disparu depuis, et puis on va dire un photowatt qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais là, aujourd'hui, si on reprend depuis que nous avons lancé l'initiative il y a maintenant un peu moins de 3 ans, il y a un Holosolis qui est venu derrière Carbone, il y a Reden qui a lancé sa ligne de production, il y a Heliop, il y a évidemment toujours Voltec, et il y a DAS qui arrive. Donc, quelque part, il se passe quelque chose en France, en tout cas. Donc ça, c'est important. Après, est-ce que toutes ces promesses-là vont se transformer en réalité? Moi, je ne parlerai pas pour les autres. Je laisserai Lucas nous dire comment il va se développer. Mais nous, en tout cas, on est à la veille d'obtenir notre permis de construire de l'usine. Donc, c'est une usine de 5 gigawatts qui est à Fos-sur-Mer. Donc, on a eu le rapport du commissaire enquêteur favorable qui a été communiqué au préfet et qui, de fait, va donner automatiquement... et très rapidement, le préfet s'y est engagé. Et ça, je dois souligner quand même, on dit souvent l'Europe, la France, la complexité, voilà. Ma cache. Aujourd'hui, nous avons déposé nos autorisations et un permis de construire pour une usine de 45 hectares sur un site assez complexe, pour lequel il y a des zones humides, des espèces protégées. L'État, en moins de 6 mois, et parce que nous sommes devenus projet d'intérêt national majeur, en moins de 6 mois, a donné des autorisations. Alors pour tous ceux qui savent faire ici du développement, et vous êtes nombreux, obtenir des autorisations ICPE, seuil maximal, Céveso, seuil très très haut, sur une zone aussi intense et intéressante en espèces protégées et zones humides, je veux dire, c'est un exploit, il faut le saluer, en 6 mois. Donc c'est pas vrai que la réglementation environnementale européenne est un frein à l'industrialisation. Donc ça, on va avoir notre usine. Après, évidemment, nous avons un lab. Donc il faut, parce que la question clé, c'est l'innovation. C'est qu'évidemment, les Chinois n'ont pas inventé le solaire. Ils se sont inspirés, et c'est pour ça que Photowatt était intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que plusieurs des grands CEO, CTO de l'industrie actuelle du solaire chinois sont passés chez Photowatt ou ailleurs. Photowatt qui a inventé le modèle vertical intégré que nous reprenons. Et donc là, nous aurons ce lab parce qu'il faut être dans l'innovation. Les Chinois l'ampli. Voilà. Et enfin, nous voulons être un peu en avance de phase. Nous voulons un peu gratter Voltec qui s'endort sur ses lauriers et qui fait des marges trop confortables. Et donc, nous lançons une usine pilote de 500 mégawatts. Ça aurait dû être Photowatt, mais ça sera une autre puisque nous avions un plan B donc, que nous activons qui sera dans le sud, pas très loin de notre Gigafactory, avec des panneaux qui seront, nous l'espérons, aussi bons que ceux de Voltec, Topcon, pleine qualité. Et voilà. Et ce qui veut dire aussi, et c'est un message qu'on adresse au marché, n'ayez pas peur, avec Voltec et Reden, nous sommes prêts pour adresser 1,5 giga très rapidement, avant même que Das Solar n'ait réussi à repeindre les murs de sa vieille usine dans le Doubs. Jérémy Simon, à entendre ces premières réactions, on se rend compte que oui, c'est possible donc de revenir à cette industrialisation du photovoltaïque. Maintenant, est-ce que la question à se poser, c'est pas finalement quelle réindustrialisation voulons-nous? Alors déjà, merci pour votre invitation. Pour commencer cette première petite prise de parole, juste reprendre 3 verbatims oui. Des 3 intervenants précédents. Je retiens que Voltec va bien, il faut aller au-delà du module, et il se passe quelque chose. Et je pense que c'est un bon éclairage pour capitaliser justement sur ce qui doit être fait maintenant à l'avenir, quand on parle de réindustrialisation en Europe et en France en particulier. Non seulement c'est possible, mais en plus, je pense, en tout cas du côté du CER, on plaide en faveur de la nécessité de le faire. Il faut le faire. Il faut le faire pour des sujets de souveraineté énergétique, de réduire la dépendance sur certaines énergies, sur certaines industries, qui sont des créatrices de valeur.
Les énergies renouvelables, et en particulier le solaire, depuis quelques mois, quelques années, ont encore du mal à s'imposer dans le paysage. Elles crispent, elles dérangent. Et certains, dans différentes sphères, pour des raisons qui sont parfois assez légitimes, liées à la biodiversité, liées à la stabilisation d'un réseau électrique qui est quand même assez historique en France, remettent en question en fait l'utilité et l'intérêt de développer le solaire photovoltaïque. Et on a besoin d'avoir des leviers justement pour continuer à démontrer l'utilité sociale et économique des filières renouvelables et en particulier du solaire photovoltaïque. Et l'un de ces leviers, c'est évidemment de démontrer que c'est une filière industrielle qui peut créer de la valeur, qui peut créer des emplois, des recettes fiscales et évidemment créer des usines. C'est pour ça que clairement le CER soutient fondamentalement, et c'est d'ailleurs dans sa raison d'être, la nécessité de réindustrialiser, en tout cas de faire revivre ou renaître une industrie française et européenne du solaire. Et pour ça, sans être trop long, il nous faut 2 prérequis indispensables. La première chose, c'est avoir une profondeur de marché, avoir des objectifs de développement pour assurer une visibilité de long terme aux investisseurs, aux entreprises, aux pouvoirs publics et surtout aux acteurs de la filière et aux industriels. Donc c'est tout le travail que nous menons tous collectivement pour avoir des objectifs ambitieux dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Les fameux objectifs en gigawatts à échéance 2030, 2035, etc., etc. Donc ça, c'est une profondeur de marché. Il n'y a pas de marché, pas d'industrie. Donc ça, c'est vraiment un des premiers prérequis. Et le deuxième, mais peut-être qu'on y viendra un peu plus tard dans la table ronde, mais le deuxième prérequis, c'est effectivement d'avoir un mécanisme qui permette d'identifier et de bonifier la capacité de produire des produits, enfin des composants locaux, français. Donc c'est ce qu'on appelle le local content ou le made in France ou le made in Europe. Bref, c'est aider les acteurs à justement à pouvoir arriver à atteindre ces objectifs, mais de manière séquencée pour ne pas que le marché s'étouffe complètement et qu'on puisse continuer à pouvoir produire et satisfaire à la demande. Mais il faut aussi permettre, organiser ces couloirs de nage privilégiés pour justement donner des débouchés aux acteurs déjà en place comme Voltec, mais aussi aux prochaines gigafactories comme Carbone ou Holosolis. Alors on va parler maintenant des défis que cela suppose à relever. Gaëtan Masson, on va parler ensemble souveraineté industrielle et compétitivité, parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut relever ces défis face à la domination chinoise. Les Chinois ont un temps d'avance. Comment on peut rivaliser ? Alors, on va commencer par le début. Je pense que ce que dit le CER est tout à fait vrai. D'abord, il faut une certaine profondeur de marché, non seulement en France, mais dans l'Union européenne. Et de ce côté-là, on voit dans un certain nombre de pays une tendance au ralentissement. Et l'argument qui est utilisé principalement, c'est l'absence de création d'emplois industriels. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont opposés pendant des années à la transition énergétique commencent à dire mais oui, on ne doit pas continuer à démolir le système énergétique actuel parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois et on va détruire ces emplois qui existent aujourd'hui dans le secteur du gaz, du charbon, du nucléaire, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant sur lequel on va devoir travailler politiquement. Le deuxième aspect, c'est à un moment donné, il va falloir être réaliste et regarder, quand on parle de compétitivité avec nos amis chinois, de quoi est-ce que nous parlons ? Alors, si on regarde les prix sur le marché aujourd'hui, les prix ne sont pas du tout représentatifs des coûts de fabrication. Alors, pas mal de gens m'ont dit, mais il n'y a aucune raison que les prix remontent dans les années à venir. On va continuer à vendre à 8, 9, 10, 11 centimes d'euros le watt. C'est absolument faux. Et ce qui est assez intéressant, c'est si on commence à regarder les bilans des sociétés chinoises, cotées ou non cotées, on voit que pas mal d'entre elles perdent des quantités d'argent phénoménales. Et donc on a recalculé un petit peu de notre côté quel serait un prix de vente raisonnable en Europe. On peut dire qu'en gros on est entre 16 et 20 centimes d'euros le watt pour que les Chinois gagnent de l'argent et c'est quelque chose qui arrivera à un moment donné, et finalement avoir une industrie qui reste pérenne et qui peut continuer à investir, en ce compris dans l'innovation. Et alors sur le plan de l'innovation elle-même, ce qu'on voit aujourd'hui,
il y a une part d'innovation négative. Alors c'est assez intéressant, si on regarde les commentaires qu'ont fait la plupart des CEO chinois à SNEC. SNEC, c'est la grande conférence et salon du photovoltaïque qui se tient chaque année à Shanghai. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 500 000 visiteurs. Cette année, le mood était particulièrement négatif. Et le mood était de dire, certains d'entre nous ne seront pas là de l'année prochaine ou dans 2 ans. Et effectivement, quand on perd des quantités d'argent aussi phénoménales, là, un Longi qui a perdu plus d'1 milliard sur l'année qui vient de s'écouler, on est dans une situation tout à fait intenable. Et que disent-ils? Ils disent aujourd'hui, on fait des économies sur les modules, sur les cellules et à tous les niveaux de la chaîne de valeur, au point qu'on n'est pas sûr de pouvoir garantir une durée de vie aussi longue que ce qu'on a promis. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les CEO des sociétés chinoises. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est la survie à court terme. Donc c'est du verre moins épais, c'est des encapsulants de moins bonne qualité, c'est une réduction trop importante de la taille des wafers, enfin de l'épaisseur des wafers et donc des cellules, etc., etc. Et donc on est en train aujourd'hui de se poser la question, et donc les Chinois se posent la question de savoir si simplement les modules qui sont mis sur le marché, c'est pour ça que je parle d'innovation négative, vont effectivement durer 20 ans. Et aujourd'hui, je serais extrêmement embêté si je devais investir, parce que quand on regarde un petit peu la diminution de l'épaisseur du verre, par exemple, la diminution de l'épaisseur des wafers, on sait que ça se traduit au final par des pertes de performance relativement rapides. Et c'est quelque chose qui n'est pas connu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se voile la face en disant on est dans un monde où tout va bien, j'achète des cellules, j'achète des modules à 10 centimes et ils dureront aussi longtemps que ceux que j'achetais à 25 centimes il y a 2 ans. Non. Et donc, si on veut parler d'innovation positive pour aller de l'avant, on va devoir retrouver au sein de l'industrie des marges pour investir dans la R&D, des marges simplement pour produire des produits de qualité. Et donc, on va avoir des prix plus élevés sur le marché. Et quand on discute avec les Chinois en off, pas avec les vendeurs, parce que les vendeurs vous diront toujours non, achetez aujourd'hui, demain on ne sait pas très bien. Mais si on discute avec les CEO, eux sont tout à fait conscients du fait que les prix vont augmenter. Ils vont probablement, peut-être pas doubler, mais on va revenir à, comme je disais, entre un prix de vente entre 16 et 20 centimes d'euros le watt à un moment donné. Et c'est ça qui permettra de nouveau l'innovation. Et alors, au niveau de l'innovation, est-ce qu'on est bien placé? Et là, moi, je voudrais quand même qu'on soit un tout petit peu réaliste. Les Chinois sont très très bons au niveau de l'innovation. On a toujours dit le système communiste ne permet pas une certaine forme d'innovation. C'est pas vrai. Ils sont très très bons. Ils mettent la barre extrêmement haut. Ils ont un temps de mise sur le marché de l'innovation par rapport à la R&D qui est beaucoup plus court que ce que nous on fait. Et donc on est obligé de se réinventer. Donc on est obligé de penser, et c'est pas que pour le photovoltaïque, c'est globalement dans toutes les industries. On le voit dans la mobilité électrique que les Chinois sont extraordinairement rapides pour s'adapter et pour mettre des nouvelles solutions sur le marché. On va devoir penser différemment, travailler plus vite, de manière beaucoup plus efficace, si on veut effectivement que les innovations qui sont aujourd'hui disponibles dans les centres de recherche et dans les labos arrivent au niveau de l'industrie à un moment donné. Et donc, on va devoir changer notre manière de travailler et probablement, quelque part, copier ce que font les Chinois. Lucas Weiss, sur cette thématique de l'innovation, copier ou pas les Chinois, je ne sais pas. En tout cas, vous, c'est aussi un mantra, l'innovation. C'est la clé. Oui, tout à fait. Alors, Gaëtan a effectivement dit beaucoup de choses sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je me contenterai déjà de dire que effectivement, Voltec est très concentré sur l'innovation. Mais pour autant, on est en même temps extrêmement conservateur. Et non, nous n'avons pas réduit l'épaisseur de notre verre, puisque effectivement, on a identifié que cela pouvait poser problème. Et donc, effectivement, on fait les choix, puisque c'est aussi le principe. C'est Gaëtan qui m'en parlait il y a quelques mois. Le fabricant français est à portée de baffe. Donc on a à assumer une responsabilité qui est certainement supérieure que celle d'un fabricant qui va envoyer ses modules à l'autre bout du monde. Sur le sujet de l'innovation, effectivement, pour moi ce qui fait une industrie pérenne, c'est le fait d'avoir un leader technologique. Et il est absolument essentiel d'arriver à développer des technologies qui soient différenciantes et qui mènent le lead. Et effectivement, ce que l'on remarque aujourd'hui dans les sociétés, les grandes sociétés chinoises aujourd'hui ont développé
briques technologiques, des ruptures technologiques qui leur permettent d'être meilleurs. Et c'est aujourd'hui ce qui nous manque un petit peu en Europe. Alors on va l'avoir sur le polysilicium. Alors des sociétés comme Ferropem ou Wacker en France, en Allemagne sont des leaders technologiques, mais on n'a pas vu de grandes ruptures, de grandes innovations ces dernières années. Alors qu'en Chine, GCL a développé le FBR, qui est une purification du silicium qui permet de réduire la consommation d'énergie drastiquement. Sur le sujet du lingot, c'est extrêmement intéressant. Donc, le silicium, vous le savez certainement, a une structure cristallographique tétraédrique qui s'apparente à celle du diamant. Et le lingot de silicium, c'est le produit fabriqué par l'homme le plus pur fabriqué par l'homme. Il n'y a pas d'autre produit qui soit plus pur que le lingot de silicium dans la fabrication industrielle. Donc c'est vraiment un objet qui est tout à fait spécifique. Et, et la Chine a beaucoup travaillé, notamment sur les poolers. Donc c'est les équipements qui servent à cristalliser le silicium fondu. Et aujourd'hui, on est arrivé. Alors, on peut vérifier la qualité du lingot en testant la cellule. On peut voir les pertes électriques liées à la structure cristallographique du lingot. Et, et en fait, quand on voit les nouvelles technologies de cellules, alors pourquoi est-ce que le TOPCon est aussi performant? C'est simplement parce que le lingot n'a plus de défauts. On est arrivé à créer des lingots qui sont virtuellement parfaits. Et donc, ça va être très 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 compliqué, au moins sur le sujet de la qualité, d'arriver à faire mieux que la Chine, parce qu'on est déjà à une forme de perfection sur le cristal de silicium. Par contre, ce que la Chine ne sait pas encore faire, notamment si on parle de silicium ou de lingots, c'est la notion de circularité. Qu'en est-il du recyclage du silicium? Et ça, c'est assez typiquement des sujets qui vont un peu plus intéresser les Européens et sur lesquels on va trouver notamment des sociétés comme Rosy en France, qui cherchent à développer des technologies pour aller remettre du silicium recyclé dans le marché. On va voir aussi sur le sujet du wafer une Chine qui va être très très en avance, notamment sur l'épaisseur du fil du découpe. Sur le sujet de la cellule, il semble qu'il reste de la place pour des leaders technologiques, puisque alors on est passé du PERC au TOPCon, mais le TOPCon n'est pas encore la technologie la plus aboutie au niveau de la cellule. On va trouver du back contact, on va trouver de l'hétérojonction. Donc on va trouver des technologies qui vont finir par prendre le lead, et donc il reste une place pour développer des leaders technologiques et idéalement des leaders technologiques en Europe. Et d'ailleurs, quand on voit les résultats de l'Innovation Fund, qui est l'organisme européen qui va aider à financer l'innovation, les deux grands projets lauréats sont justement sur le sujet de l'hétérojonction et du back contact. Donc c'est quelque chose qui a été bien compris. Après, ce que j'aurais à reprocher à la Commission européenne sur le sujet du financement de l'innovation, c'est qu'ils vont plutôt aller justement chercher des innovations de rupture un petit peu. Il faut que les projets en jettent. Alors il y a une note innovation dans les projets, et puis il faut que ce soit costaud. Mais c'est oublier que la Chine a pris le lead sur l'innovation en faisant grandir les wafers de millimètre en millimètre. On est passé de wafers qui faisaient 156 mm à 166 mm, ensuite à 181. Et en fait, petit à petit, la Chine a innové. Alors c'est de l'innovation géométrique et dimensionnelle. C'est le plus bas degré de l'innovation. Et si vous présentez un projet à l'Union européenne en disant que vous allez faire des wafers qui vont faire 2 mm de différence par rapport aux standards du marché, impossible que l'Europe vous finance. Et pourtant, c'est quand même ce qui a permis à la Chine d'arriver à prendre le lead. Donc on a souvent une vision de l'innovation de rupture qui est un petit peu peut-être arrogante, hautaine. Enfin, parfois, il faut rester assez près du sol et puis être prêt à faire des choses qui soient simples, mais surtout des choses qui soient efficaces et qui correspondent à ce que le marché et le facteur économique peut souhaiter. Pierre-Emmanuel Martin, à l'instant, Lucas Mess dit qu'il y a de la place pour un leader innovant en Europe. Est-ce que vous voulez être ce leader innovant? Mais la rupture technologique, ça ne se fait pas comme ça en claquant du doigt. Donc c'est être un leader innovant à moyen, court, long terme. Allez-y. Ça marche? Oui. Oui, être le leader, être le meilleur, oui, c'est ce qui nous anime. Après, il ne faut pas se cacher, hein, on est en division régionale et on veut jouer la Ligue des Champions. Donc il va falloir quand même se rendre compte qu'aussi en Europe, je l'ai dit, le marché doit se structurer, on doit avoir des transferts de compétences, des transferts de savoir-faire qui aujourd'hui
étaient en Europe encore il y a 15 ans, qui ne sont plus en Europe. On parle de l'innovation, il faut quand même garder à l'esprit que nos labos de recherche travaillent essentiellement et par manque de base industrielle, travaillent beaucoup pour la Chine, mais se posent pour certains labos dès à présent la fin de leur activité parce que justement il n'y a pas d'industriel. Donc la question du leadership, c'est la question d'abord et avant tout de la vision. Et là, je redis simplement, est-ce que quand on a lancé Airbus en Europe, on s'est dit, c'est quoi le problème, hein? Est-ce qu'on s'est dit, on va battre Boeing? Non, Boeing était hyper dominant et l'Europe s'est dit, on va essayer d'aller, en tout cas, proposer une façon pour notre déploiement et notre possibilité, nous, à nous projeter à travers la Terre, d'avoir une compagnie aérienne qui nous sorte un petit peu d'une domination qui risque d'être par trop contraignante. Donc c'est d'abord ça. Donc nous, on doit sortir d'une domination qui est par trop contraignante. Nous avons l'Inde et les États-Unis qui l'ont compris, qui vont être des leaders aussi quelque part. Il y aura peut-être des leaders technologiques demain en Inde, des leaders technologiques aux États-Unis, parce qu'ils ont décidé de se défendre. Donc là, pour nous, en tout cas, c'est d'abord sortir d'une contrainte qui est forte, qui est d'une ultra-dépendance à une seule source, ou en tout cas un seul pays, pour un objet qui n'est pas quand même anodin, hein. C'est quand même la brique essentielle de notre futur, et peut-être même du futur, jusque pour des millénaires, de l'énergie dans le monde. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Après, si on regarde Airbus, c'est constitué par des petites sociétés qui étaient ultra dominées, qui étaient spécialisées, enfin des Breguet, des Rolls-Royce, des Messerschmitt, des Safran à l'époque, mais qui ont réussi à construire et qui aujourd'hui est le leader du monde en matière aéronautique et qui fait la technologie à telle enseigne que même Boeing ne peut plus suivre. Donc l'histoire n'est pas encore écrite. D'accord ? Simplement, là aujourd'hui, il va falloir garder modestie. Donc c'est pour ça que quand on entend, et ça je souscris mais à 1000% sur ce que dit Lucas, tous ceux qui nous disent mais concentrez-vous sur une innovation de rupture, puis quand vous serez prêt, venez sur le marché et cassez tout. Bon, c'est ne rien comprendre à ce qu'est l'industrie. D'accord ? Il n'y a aucune fatalité d'abord à ce que demain nous soyons plus chers que les Chinois dès lors que nous sommes rééquipés, réindustrialisés, parce qu'il s'agit d'abord de payer des équipements industriels. Le problème de Lucas, c'est pas de ne pas être compétitif, c'est qu'il doit rembourser les équipements et les investissements que son actionnaire lui demande de faire pour être encore plus compétitif. Si les marges sont nulles ou les prix trop faibles, je ne peux pas rembourser ça. D'accord ? Mais il n'y a aucune fatalité demain à ce que nous soyons moins chers que des Chinois. Le coût du travail est très faible déjà dans la fonction de production. Et quand on regarde les opérateurs dans la chaîne, ce sont des opérateurs extrêmement qualifiés. Donc il n'y a aucune fatalité. Donc il faut se rééquiper. Une fois qu'on est rééquipé, quelle est la roadmap technologique? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on refait travailler pour nous, nos labos qui travaillent essentiellement pour les Chinois? Et puis après, on verra. Il y a encore plein de choses à faire, il y a plein de choses à vendre. Moi, j'aime bien la théorie de la portée de baffe parce que pour ceux qui font aussi du développement et qui ont eu à perdre des projets parce que quand les Chinois ont décidé que du jour au lendemain, un prix n'était plus un prix, une quantité n'était plus une quantité, et que vous retrouvez avec votre régulateur qui vous dit vous avez 6 mois pour mettre en service votre projet, mais vous n'avez plus de panneaux, vous faites comment? Vous perdez votre projet. On s'en souviendra. Et que les contrats en chinois avec à la Chambre de commerce de Shanghai, on s'en souviendra. Et ça, c'est des innovations qu'on va apporter. C'est qu'on va pouvoir discuter dans un référentiel commercial commun. Après, oui, il y a le tandem, il y a plein de choses à inventer, plein de choses à faire. Demain, peut-être que ça ira et au-delà, comme dit Gaëtan, c'est un système complet. Ce sont aussi la question de la batterie, la question des onduleurs, la question d'un écosystème complet. Et moi, j'aime bien ce mot de Steve Jobs, hein, qui disait toujours à des ingénieurs qui disaient ouais, ton truc il est bien mais il n'est pas très bien, il y a encore mieux, on peut faire là-dessus. Il dit ok, c'est quoi l'expérience client, hein, c'est quoi l'expérience client? Et moi je dis faisons attention, mais je crois que pour des développeurs, pour des opérateurs, des installateurs qui demain ont des difficultés, les difficultés c'est quoi? On veut tous nos permis de construire, on cherche tous une simplification, une normalité, et on sait pourquoi c'est compliqué. Bon. Et donc l'expérience client, peut-être que demain, s'il y a un Michelin ou un Renault du solaire qui est avec une bonne écoute de l'administration et du gouvernement, peut-être qu'on pourra aussi aider à simplifier ce genre de choses, mais à condition qu'on prenne des panneaux français.
Jérémy Simon, l'innovation, en fait, elle est multiple, hein. Ça peut aussi passer par l'éco-conception, ça peut passer, on l'a dit, hein, par la recyclabilité. On a le sujet des matériaux critiques. Alors, sur ces sujets-là, c'est vrai qu'on a déjà en France la chance d'avoir des laboratoires de recherche qui font référence, hein. Je pense en particulier à l'IPVF ou l'INES, par exemple, qui travaillent justement sur ces sujets d'innovation. Et ce serait dommage de pas capitaliser dessus. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous l'avez dit, et effectivement, de ce qu'on en comprend, il faut être réaliste et choisir ses combats. Lucas l'a relevé, les sujets on a vraiment un coup à prendre sur les sujets de recyclabilité et de circularité. Sur certains matériaux, en attendant même d'ailleurs, pourquoi pas, la substitution à certaines matières, justement pour être moins dépendant à des matériaux peut-être un peu plus critiques qui composent les panneaux. Donc c'est là-dessus qu'il faut continuer à investir. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Ensuite, pour rendre cette chose un petit peu plus concrète et pour faire le lien finalement avec quelque part la nécessité d'être un petit peu discriminant vis-à-vis de panneaux peut-être considérés comme étant moins qualitatifs. Je m'interroge sur la manière de mettre en place quelque chose d'un peu plus réglementaire via le droit européen. Donc on a parlé du NZIA tout à l'heure, mais quand il va s'agir justement de mettre en place de manière très concrète et opérationnelle le NZIA, il existe certainement des leviers jouant sur l'innovation et pouvoir justement avoir une discrimination en faveur des produits européens ou français au détriment de produits peut-être de moins bonne qualité qui viendraient d'Asie. C'est un sujet, un chantier à mon avis important à mener là-dessus et qui mériterait à mon avis qu'on y passe du temps. Parlons justement des initiatives européennes et françaises, et puis on vous invitera ensuite à interagir avec nos intervenants. Lucas Vess, sur les dernières initiatives, on a parlé du NZIA, on pourrait parler aussi du pacte solaire. Est-ce qu'on va ou pas dans le bon sens? Et puis je vais poser la même question à chacun, puis on va vous inviter à réagir ensuite. Oui, donc effectivement, on a vu la publication la mise en place du NZIA au niveau européen, qui sous l'acronyme barbare cache surtout une mesure phare qui est le critère de résilience. Critère de résilience, alors qu'il n'est pas un critère de souveraineté, hein, on n'est pas en train de parler de contenu local, mais c'est un critère de non-dépendance. Donc de non-dépendance face à la Chine, donc ça permet effectivement de dire dans le droit, on ne veut pas dépendre d'une seule source de production. Et donc, une fois que ce critère est posé au niveau européen, il faut encore le transcrire au niveau du marché français. Et donc, effectivement, on est en attente de la concrétisation de cette traduction. Puisque, alors, on a une administration qui nous soutient, qui veut aider, qui est beaucoup à l'écoute. On discute beaucoup avec l'administration. Mais concrètement, quand on regarde les choses qui ont été faites ces dernières années pour soutenir l'industrie française, l'industrie européenne, il faut remonter à Ségolène Royal pour arriver à trouver une mesure concrète et efficace qui ait marché. Donc il y a eu le plus 10, plus 5%, et c'était en 2013. Et à l'époque, ça avait permis à Voltec de doubler son chiffre d'affaires en un an. Et on avait eu la mise en place des appels d'offres qui avaient permis en 2019 à Voltec de tripler sa capacité. Donc dès lors que l'on a une mesure qui est efficace, on ressent directement l'impact que cela peut avoir et les industriels réagissent. Aujourd'hui, le critère de résilience, on parle de pouvoir le mettre en place au niveau à minima de l'étape du module et dans certains textes tels que le S24. Et donc, c'est des mesures qui vont tout à fait dans le bon sens et qui vont dans le sens de pouvoir
catalyser, aider les fabricants, mais ça reste trop insuffisant. On a besoin que ce critère soit beaucoup plus appliqué. Il faut qu'il puisse être appliqué notamment sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Je pense notamment au verre, au silicium, même aux cellules et au wafer. Ça peut aller très très vite puisqu'il y a un nombre important de fabricants résilients dans le monde, donc pas forcément de la fabrication européenne, alors même si c'est ce qu'on souhaite avant tout, mais il faut qu'on puisse être beaucoup plus rapide et il faut que la politique industrielle au niveau européen soit beaucoup plus ambitieuse. Enfin voilà, on a vu des politiques industrielles ambitieuses en Chine, on a vu des politiques industrielles ambitieuses aux États-Unis. L'Europe, on n'est pas en train de mettre en place une politique industrielle qui est suffisamment ambitieuse. On est encore beaucoup trop dans la réaction. Il faut qu'on puisse monter ça plus vite, plus fort, plus haut. Gaëtan Masson, on n'est pas suffisamment ambitieux, on n'est pas assez offensif à écouter Lucas. Je crois qu'on a un vrai problème de gouvernance en Europe. Et le problème de gouvernance, je vais me faire taper dessus, mais c'est la volonté de conserver au niveau national trop de leviers de pouvoir. Donc si je regarde un petit peu le Net Zero Industry Act, la Commission européenne a fait tout ce qu'elle pouvait pour mettre en place une boîte à outils qui est acceptable au regard des règles européennes, mais qui est également acceptable au regard de ce que les États européens veulent faire. Parce qu'il faut bien se rendre compte que 27 États de l'Union européenne ne pensent pas de la même manière. Alors je vais prendre un autre exemple. On a vu en France une levée de bouclier phénoménale par rapport à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Mais la France est ultra minoritaire dans cette situation-là. Et il faut bien se dire qu'en matière de politique industrielle, on se retrouve dans une situation inverse. C'est-à-dire que la France est demanderesse de politique extrêmement stricte, mais que tous les États de l'Union européenne ne vont pas dans la même direction. Et donc, la Commission européenne, dans le cadre du Net Zero Industry Act, a mis au point une boîte à outils qui permet à chaque État membre de faire globalement ce qu'il veut. Mais maintenant, ça doit être fait au niveau national. Et alors, ça connecte un petit peu je vais essayer de connecter ça à la discussion sur l'innovation. Faire rentrer de l'innovation dans des critères de sélection, c'est très compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Les Chinois ont une vision de l'innovation qui est assez simple. L'innovation, c'est quelque chose qui coûte moins cher que ce qui existe. Point. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que les Chinois ont augmenté la taille des wafers ? Parce que ça coûtait moins cher. Pourquoi est-ce qu'ayant augmenté la taille des wafers, maintenant ils diminuent la taille des wafers ? C'est parce qu'ils ont trouvé un optimum. Et en fait, on doit penser de la même manière. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on essaye de faire passer absolument ce que notre industrie fait aujourd'hui, alors que le concurrent à l'extérieur fait beaucoup mieux et moins cher. Et donc, on est obligé, c'est ça que dit le Net Zero Industry Act, il dit, mais moi, je n'ai pas envie de fermer tout à fait la porte aux importations chinoises parce qu'on en a besoin, de toute façon, on n'est pas capable de fabriquer autant, etc. Mais je veux donner à un certain nombre de pays qui veulent mettre en place des réglementations spécifiques la possibilité de le faire. Et c'est là où ça prend beaucoup trop longtemps. Parce que, comme dit Lucas, il y a eu énormément de discussions avec les autorités. Et finalement, il y a relativement peu de choses qui en sont sorties. Et que dit la Commission européenne aujourd'hui ? Elle dit, d'ici à la fin de l'année 2025, début de l'année 2026, il y aura des réglementations extrêmement strictes sur tout ce qui est marché public, sur une partie des appels d'offres, 30% des appels d'offres, et il y a une possibilité sur tous les autres segments de marché de mettre en place une législation qui promeut différents types de produits. Alors, avec une gamme d'incitants, et ça commence par la question de résilience, mais ça va également sur le contenu CO2, le contenu environnemental, et on peut globalement utiliser tout et n'importe quoi. Mais ça devrait déjà être en place aujourd'hui. Et donc, on a un véritable problème de réaction, de temps de réaction. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On l'a vu en Allemagne, c'est le même problème. Maintenant, si on regarde un petit peu quels sont les États de l'Union européenne qui, en avance de phase, ont déjà mis en place des réglementations, quelles qu'elles soient, le premier, c'est l'Italie. Et on critique énormément l'Italie, mais l'Italie a la volonté de promouvoir ces deux acteurs, Enel d'un côté et Futurasun qui devrait avoir son usine à un moment donné. Mais c'est extrêmement volontariste et c'est allé extrêmement rapidement. Donc on a un besoin de penser plus rapidement, de penser de manière plus efficace et d'oser. Et le nombre de fois que j'ai entendu l'administration française dire « on ne sait pas si on peut »,
il vaut peut-être mieux avoir des réglementations qui durent 2 ans et qui après sont par la force des choses annulées. Mais au moins pendant ces 2 ans, l'industrie aura eu la possibilité de se développer et de grandir. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'être plus réactif. Pierre-Manuel Martin, vous faites la même lecture ou pas que Gaëtan et Lucas? L'analyse est bonne, les décisions sont bonnes, mais on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite. Oui, c'est clair que j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Après, mais je le dis souvent, moi j'ai un métier de développeur et je me pose toujours la question. Donc moi j'ai fait 1 gigawatt d'éolien dans ma vie et plus pratiquement 1 gigawatt de solaire. Et j'en développe toujours, j'ai une compagnie Prosper qui en fait. Et je me dis finalement, qu'est-ce qui fait que moi, petit ingénieur dans les années 2000 qui lance ma boîte, j'ai réussi à faire autant de projets? J'avais pas de parents riches. Voilà. Et en fait, c'est parce que le système est complexe en France pour développer des projets. Et c'est pour ça que, quelque part, j'ai réussi mon... Voilà. Moi, ce que je demande, c'est pas forcément d'aller plus vite ou de simplifier, parce que moi, ça m'intéresserait pas que demain, Total Energy fasse 20 gigawatts d'usines solaires en Europe à ma place. J'ai envie de réussir mon entreprise. C'est aussi parce que y a cette complexité, cette lenteur que nous serons... Voilà. Bon, après, il faut pas... Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une constance. Si on doit prendre un truc de la Chine, c'est qu'à un moment donné, il a été décidé que le solaire était le 7e pilier industriel majeur, stratégique du pays depuis 2008, 2005-2008, et depuis, ils n'ont cessé de promouvoir ça. Bon, ils sont allés tellement loin. Après, les Chinois, ils ont beaucoup de vertus, etc. Ils se sont pris les pieds dans le tapis dans le solaire comme ils se sont pris les pieds dans le tapis dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent... Aujourd'hui, l'immobilier en Chine, c'est 25 appartements pour un habitant. Connaissant la démographie, ça risque pas d'être occupé, même plutôt le contraire. Ils sont arrivés quand même à des taux d'occupation d'usines, tellement il y a une surcapacité. On est à 10-15% de taux d'occupation d'usines. Donc, ils sont vraiment plantés dans leur programmation. Ils sont allés trop loin. D'accord ? Donc, moi, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une vision. Donc que l'Europe demain ne nous dise pas dans 2 ans, ouais ben non, finalement le solaire photovoltaïque c'est pas super essentiel, on va plutôt aller sur les balais brosses ou sur les connecteurs, voilà, non. Comme les énergies renouvelables. Moi j'ai participé en 97 au premier livre vert sur les énergies renouvelables en Europe, c'était un peu la même patouille. La France n'en voulait pas, voilà, mais en contrepartie du fait que la France aurait sa politique agricole commune, elle est rentrée dans le truc, c'était un vague 23% d'énergie renouvelable en 2010. Mais le vague, on savait ni quoi, ni déclinaison par segment, ni quel pays. Puis petit à petit, on a donné. C'est ce que dit Gaëtan. C'est ça l'Europe. Et je pense qu'il faut l'accepter. L'Europe ne sera jamais fédérale, ne sera jamais un pays uni. Il y aura, voilà, c'est le bargain permanent. Il faut le protéger, c'est précieux. Et tous les populistes ou autres qui disent que c'est ça qui nous empêche d'être... Oui, enfin bon, voilà, moi je préfère être européen avec un bon système social de santé et vivre en Europe que d'être dans d'autres géographies du monde. Donc il faut le protéger, et c'est comme ça, et il faut le prendre pour granted. Donc tout ce qu'on veut, c'est d'abord la vision de l'Europe. Et ensuite, après la déclinaison, c'est que si en France, et il semble qu'en France, on veuille en avance de phase, la seule chose que je demande à mon pays, c'est d'avoir un gouvernement un peu stable, et pas avoir un gouvernement qui change tous les 6 mois, une vraie vision acceptée par tous. Et je pense que la question de la souveraineté énergétique, la France est ce pays particulier qui a su quand même créer et qui a les plus grands industriels de l'énergie. Sonepar, Rexel, Schneider, CGLEC, EDF, Total, Engie. Enfin, vous prenez dans tous les segments. L'hydraulique, ça a été ça. Il n'y a que dans les énergies renouvelables, on s'est arrêté, quoi. Il y a eu Photowatt qui a été leader du marché tant que c'était du hors-réseau. Puis depuis que c'est réseau et que c'est grand, boum, la France est un peu... Donc qu'elle reprenne le leadership technologique et industriel là-dessus et qu'elle l'assume. C'est sa vocation. Donc il faut que la France, à un moment donné, ait un gouvernement qui assume, qui ait une vision et qui dise « nous allons réussir notre réindustrialisation et nous ferons les efforts qu'il faut ». Pondre un cadre régulatoire qui permet de rassurer les investisseurs qui vont devoir quand même mettre une blinde sur des usines en capital privé. Pour tous ceux qui font un peu de financement de projet, c'est la même chose que votre usine solaire ou éolienne. Sans contrat long terme, vous n'avez pas de banque et vous n'avez pas d'investissement. Donc voilà, un bon cadre qui permette de rassurer l'investisseur. Et après, on verra. Mais c'est cette constance qu'on veut. Après, est-ce que ça va venir vite, pas vite ?
bon voilà, les Américains, ils ont mis un truc super bien, vachement vite. Bon, ben, là, aujourd'hui, tous les investisseurs se disent, oula, est-ce que Trump va pas venir en arrière? Bon, à chaque système saboté, moi je trouve que le système européen n'est pas si mal que ça. Moi, ce que je demande juste, c'est que l'Europe aille crescendo en obligation, qu'on dise qu'à un moment donné, le pays qui n'a pas ses 40% ou qui ne veut pas participer, c'est comme la loi SRU, il paye, s'il veut passer aux logements sociaux, il paye pour que d'autres le font. Et puis après, il faut que la France assume son leadership. Merci à tous les quatre. On va vous inviter à rentrer dans le débat si vous le souhaitez. Je vous invite à lever la main et puis on va vous apporter le micro. Qui souhaite réagir, remonter un témoignage, une remarque, poser une question? Alors, je regarde dans la salle, un petit peu partout. Pas de réaction, a priori. Je refais un petit dernier tour. Si, madame. Je vais vous inviter à porter le micro à madame. Levez la main pour qu'on vous voit bien, s'il vous plaît. Merci. Je vous invite à vous présenter. Bonjour madame. Bonjour à tous, Julia Muller de la SEM Grand Est Énergie. J'ai grandi à côté de Dinsheim-sur-Bruche pour Voltec et j'avais une question sur je reviens sur les prix des panneaux solaires chinois, puisque de ce que je comprends dans votre discussion du départ, comment ça se fait en fait que la Chine a pu produire des panneaux à des prix aussi faibles si tout ça c'était une sorte de bulle pour en fait inonder le marché, récupérer le marché enfin voilà, c'est pas clair pour moi. Gaëtan? Alors, c'est une question à tiroir, ça pourrait prendre 1 heure. Ah, on va faire court alors. Je vais essayer de faire court. Le marché du photovoltaïque aujourd'hui, dans le monde, c'est 500 gigawatts. Les capacités de production en Chine, c'est 1000 gigawatts. Et le marché hors Chine, c'est 200 gigawatts. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'un certain nombre d'industriels chinois ont cru que, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Et en fait, on est confronté au niveau mondial, et on le voit très très bien en France, à des blocages au niveau du développement du marché qui font que le marché ne peut pas doubler ou tripler au niveau mondial aussi simplement que ça. Et les Chinois ont eu du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'investissements, ce qui fait que les capacités de production ont augmenté massivement. Et l'industrie s'est retrouvée dans une situation où, globalement, elle produisait trop par rapport à ce que le marché mondial était capable d'absorber. Et ce qui s'est passé, c'est en gros la Chine elle-même a multiplié par 2,5 puis par 3 ses propres installations pour compenser, mais c'était toujours insuffisant. Et donc les prix ont commencé à baisser. Donc on était en gros à 25 centimes par watt il y a 2 ans. On est tombé à un prix de marché aujourd'hui qui est, pour dire quelque chose, entre 10 et 12. Il y a moyen de trouver moins cher, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix? Il y a simplement un déséquilibre phénoménal entre offre et demande. Je crois qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Et c'est pas non plus, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, il y a trop de verre, il y a trop d'aluminium, il y a trop d'encapsulants, mais il y a aussi trop de machines pour produire. Si vous allez voir un équipementier chinois aujourd'hui, vous lui demandez une ligne de production, il va vous la faire à moins 50% avant même que vous ayez commencé à négocier. Et donc, la Chine se trouve dans une situation, comme disait Pierre-Emmanuel, c'est pas que dans le domaine du photovoltaïque, mais une situation de surcapacité massive. Et ça entraîne des opportunités extraordinaires partout. Donc si je suis aujourd'hui fabricant de modules en Chine, j'ai aucun incitant à produire trop de cellules parce que je peux trouver mes cellules sur le marché à la moitié du prix auquel je les fabriquerai moi-même. Et c'est la même chose pour les wafers, c'est la même chose pour le polysilicium, c'est la même chose pour le verre, etc. Et donc, on se retrouve avec un prix aujourd'hui, si on regarde par exemple le prix moyen de Jinko produit à 12 centimes, plus ou moins, 12 centimes de dollars le watt. On va dire pour faire simple. Pour être rentable à ce niveau-là, ils devraient vendre aux alentours de 15-16. Et c'est pas ce qu'ils font parce qu'ils perdent de l'argent. Et ils arrivent à ces 12 centimes parce qu'il y a tous ces déséquilibres dans la chaîne de valeur, parce qu'ils sont capables d'acheter du verre, parce qu'ils sont capables d'acheter du polysilicium à un coût inférieur au coût de marché. Et donc, c'est plus, et je vais essayer de répondre maintenant en 30 secondes à la question, c'est plus une question de manque de réalisme par rapport à l'évolution du marché. Et puis après, les sociétés ont besoin de survivre. Et donc aujourd'hui, ça va se résoudre d'une et une seule manière, ou de 2 manières, soit par la disparition d'un certain nombre d'acteurs, soit par une augmentation, mais ça, on ne le voit pas venir aujourd'hui à court terme du marché mondial.
Et je crois qu'il ne faut pas aller trop loin et imaginer des tentatives hégémoniques de la Chine. C'est vraiment le capitalisme chinois qui a un manque de compréhension de la manière dont les marchés fonctionnent hors Chine. Vous vouliez réagir, Pierre-Emmanuel? Oui, ce que vous dit Gaëtan, qui est belge, pas loin de Lille, c'est que c'est la grande braderie depuis 2 ans. Et qu'en fait, quand vous avez des stocks et que vous ne savez pas quoi en faire, vous les bradez, quoi. Hein. Et donc aujourd'hui, on a ça. Après, et on le connaît, tous les cycles dans l'industrie ou dans la construction. Quand on est vraiment dans un creux, on va vendre au coût marginal de son exploitation. Hein. On va vendre pour éviter de licencier les gens, on va peut-être vendre des heures de travail, point final, et puis les équipements, on ne les amortit plus dans le prix qu'on fait. Et c'est vraiment cette question-là qu'on a aujourd'hui. Et il n'y a pas eu... Alors certains, effectivement, pensent que c'est planifié. Il est clair qu'il y a eu trop d'aides pour des nouveaux industriels, faire des nouvelles capacités de production, mais sans aucune mesure de prudence, sans aucune anticipation d'un marché qui s'est retourné. Les États-Unis se sont fermés brutalement, qui est un marché assez dynamique. L'Inde s'est complètement fermée à la Chine. Et le moteur intérieur chinois, dû à la crise fondamentale et énorme, on ne le voit pas, mais qui est celle de l'immobilier, qui s'est vraiment écroulé en Chine. Hein. C'est des subprimes à diffusion lente, fait que la machine économique chinoise intérieure est au ralenti. Et donc voilà, on se retrouve avec 3 fois plus d'usines et puis toutes les supply chains qui elles-mêmes n'avaient pas anticipé ça. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a une autre réaction? Alors là, ça a amené plein de réactions. Madame, au milieu. Levez bien la main pour que notre hôtesse vous voit. Voilà, au 3e rang, au milieu. Bonjour madame, merci de vous présenter. Bonjour, Laurence Frelon, je suis spécialisée en ingénierie de formation et je voudrais savoir 40% de panneaux solaires photovoltaïques produits en Europe, ça représenterait combien d'emplois au niveau des gigafactories sous-traitants? Alors, 40%, si on prend un marché à 100 gigawatts, ça fait 40 gigawatts, donc ça fait 8 carbone. Carbone, c'est 3 000 emplois directs et 9 000 indirects. Donc, vous multipliez par 8 tous ces chiffres, donc ça ferait 25 000 emplois directs et 75 000 à 100 000 emplois indirects. Merci. Merci. On avait une question, je crois, au 2e rang. Vous allez vous passer le micro entre vous, tout ça est très convivial. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Guy Orzoni, je suis dans une coopérative citoyenne. Alors j'ai 2 petites questions. Une, je ne vois pas de représentants politiques sur cette table. Vous ne les avez pas invités ou ils n'ont pas voulu venir? Alors on ne les a pas invités. D'accord. Et en même temps, finalement, on a peut-être pas mal fait, parce que c'est très compliqué qu'ils soient là peut-être aujourd'hui. Mais non, c'était volontaire. Et la 2e question, c'est pour Voltec. Le mystère, c'est comment survit-on dans un marché quand on est 30% plus cher? Alors, en tant que coopérative citoyenne, nous, on pose du Voltec et ça entraîne de grandes difficultés au niveau de nos montages économiques. On ne sait pas si on pourra continuer avec les prix de rachat qui diminuent, mais quel est votre secret? Merci déjà d'avoir choisi Voltec et puis depuis de nombreuses années, on bénéficie effectivement d'un soutien assez général des coopératives citoyennes qui font effectivement ce choix du local. Et donc effectivement, je pense que le secret principal, il va être dans l'excellence industrielle et dans l'innovation, dans notre capacité à pouvoir suivre et anticiper les évolutions technologiques, à nouveau pour avoir des produits qui soient les plus performants possibles. Ensuite, c'est vrai que Voltec fait aussi des choix de défense d'un écosystème européen. Où on va aller chercher des machines en Europe pour essayer de développer justement des technologies européennes. On va aussi aller chercher des composants en Europe, notamment sur la partie verre, puisqu'on a pu constater que les verres d'importation ne répondaient pas forcément à nos standards de qualité. Et donc effectivement, on a des écarts qui se creusent à ces niveaux, en espérant qu'on puisse effectivement dans le futur pouvoir avancer là-dessus. Le point qui reste quand même notable, c'est qu'on est
aujourd'hui sur un prix des panneaux qui est de plus en plus bas. Et en fait, le prix des panneaux représente à l'intérieur du total de l'installation un pourcentage qui est de plus en plus faible. Il va aller de 5% sur une installation résidentielle, 10% sur du tertiaire. Et ce sera un pourcentage un peu plus important effectivement sur la partie centrale au sol. Et effectivement, on a été un petit peu en recul. On ne travaille plus beaucoup aujourd'hui sur les centrales au sol puisque l'équation économique ne fonctionne plus. Mais donc, on travaille effectivement on garde les équations économiques en tête jusqu'ici on arrive à vendre nos panneaux, on arrive à trouver des business plans qui permettent de le faire. Après, ça va effectivement beaucoup dépendre de tout ce qu'il y a autour de l'installation. Notamment, c'est toujours beaucoup plus facile de faire une installation quand elle est plus dans le sud que dans le nord. Enfin voilà, il y a des contraintes économiques ou des contraintes d'orientation de bâtiments qui sont propres à chaque installation, et donc il y a effectivement des projets qui sont éventuellement plus compliqués à faire avec des installations françaises. Ensuite, c'est vrai qu'on va aller chercher au niveau de l'innovation de rupture avec notamment dans le futur un panneau. Alors la technologie a été citée par Pierre-Emmanuel, mais en technologie tandem perovskite. Donc c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur pour aller justement chercher des panneaux où on va chercher 20% d'efficacité supplémentaire. Donc des panneaux où la puissance surfacique va être fortement augmentée. Puisque ce qui fait le coût de l'installation aujourd'hui, à nouveau, c'est tout ce qui est autour de l'installation. Donc plus le panneau est puissant et plus on va être pertinent dans notre offre. Merci pour votre question, merci pour vos réponses. Est-ce que nous avons d'autres questions? Sinon, on va sérieusement... oui, on a une question. Voilà, bonjour. Bonjour, Amélie Sicard, j'étais ancienne responsable chez Sistovie aux achats, donc je connais bien le sujet. Moi j'ai une question justement pour Carbone et Voltec. On sait que le mécanisme d'ajustement aux frontières, donc le MACF, n'a pas d'impact sur les panneaux chinois. Est-ce qu'il aura un impact sur Carbone, Voltec, Reden? Oui, bien sûr, il a un impact, puisque pour aller vite et pour ceux qui... Le MACF, c'est en gros une taxe carbone pour quelques produits, 5, le verre, l'aluminium, après bon, j'en oublie, mais l'acier. Et globalement, quand on achète par exemple du verre en Malaisie, qui est du fournisseur de chez Longi, son prix quand il arrive en France, il double. Longi, son panneau n'est pas taxé avec ce mécanisme, puisque c'est pas une taxation du produit fini, mais et donc pour nous, oui, on estime que c'est à peu près 1 centime du watt crête de différentiel. Donc là, c'est tout un travail qu'on fait justement avec la commission pour qu'on aille jusqu'au produit fini, à tout le moins, ou qu'on exclut pour certains trucs stratégiques, qu'on aide par ailleurs, qu'on les exclut. Voilà, c'est si le verre trempé, utilisé serait pour le solaire, à ce moment-là, ils puissent... voilà. Mais là, il y a effectivement il y a plein de choses comme ça, d'une schizophrénie complète, ou de double contrainte, où on aide d'un côté mais on retire de l'autre, voilà. Et ce qui fait que dans ces mailles-là, effectivement, nos concurrents ne sont pas impactés, ou en tout cas, on se trompe de cible. Ouais. Lucas ? Et donc effectivement, voilà, tu connais le sujet très paradoxal qu'on rencontre notamment sur le verre. Donc effectivement, je pense là, pour compléter la réponse de Pierre-Emmanuel, que justement le critère de résilience développé dans le cadre du NZIA est une opportunité et qu'il faut arriver à aligner, puisqu'on a un désalignement complet entre la matière première et le produit fini. Et le critère de résilience pourrait être un levier d'alignement en disant, voilà, les choses qui sont importées et qui sont taxées à l'import doivent rentrer dans le critère de résilience pour, à minima, rendre plus difficile l'accès des produits finis. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier nos invités. Un grand merci donc, et on les applaudit chaleureusement à Luc Havès, Gaëtan Masson, Pierre-Emmanuel Martin et Jérémy Simon. Merci à tous d'être venus jusqu'ici, mais merci à vous pour votre participation à Energaia. On continue, le programme des conférences est terminé, mais ça continue sur les stands. Merci de votre fidélité.